Il est 6h15 et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, et on attend Eva Rock qui n'est toujours pas arrivée. Je ne sais pas si elle est levée, non ? Ah, si elle est là. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. C'est très politique ce matin encore et c'est un peu la Saint-François Hollande. Le changement, s'interroge Libération. Plus qu'un an. Bousculé par la crise des réfugiés, en manque de résultats sur l'économie, le président n'a renoncé à rien pour 2017, mais il est contraint d'ajuster sa ligne, écrit l'Opinion. L'Opinion qui titre « Mes changements, c'est maintenant ». L'oral de rentrée du président occupe également une bonne partie de la une de Direct Matin. Ce sera une conférence chorale pour une chasse aux voix tous azimuts, estime aujourd'hui en France, qui qualifie François Hollande de président attrape-tout. Un président qui a du souci à se faire, selon le Figaro, qui publie ce matin un sondage. Qu'il soit opposé à Alain Juppé ou à Nicolas Sarkozy, François Hollande serait exclu du second tour de la présidentielle si on votait dimanche. Celle qui arrive en tête au premier tour dans tous les cas de figure, c'est Marine Le Pen. Il est aussi beaucoup question des migrants. Les solidarités citoyennes feront-elles vaciller l'Europe forteresse, s'interroge l'Humanité. Quand 20 minutes, qui titre « Le domicile terre d'asile » prévient. Pour que cet hébergement se passe dans de bonnes conditions, une préparation s'impose. C'est exactement comme une colocation. Si besoin, les deux parties peuvent signer une charte. Attention, accueillir un réfugié de guerre n'a rien à voir avec l'accueil pendant 48 heures d'habitants dans le cas d'inondation par exemple. La générosité peut vite s'épuiser et c'est Pierre-Henry, le directeur général de France Terre d'Asile, qui lance cet avertissement. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les trois unes les plus marquantes de la presse régionale ce matin ? Eh bien, on retrouve des tracteurs à la une ce matin, comme dans Ouest France, puisqu'une manifestation est prévue aujourd'hui à Bruxelles, où se tient un sommet exceptionnel des ministres de l'Agriculture. La colère des auto-écoles aussi en première page de plusieurs de vos quotidiens. Presse Océan, comme l'Ardennais, évoque le ras-le-bol des auto-écoles face à la concurrence introduite par la loi Macron, qui autorise des sociétés privées à former les candidats au permis dans le viseur. Du coup, c'est beaucoup moins cher. Eux parlent de formation low cost. Et il y a une société notamment qu'ils ciblent, elle s'appelle Ornicar. Un terrible accident d'aéromodélisme également à la une, c'est dans le Courrier Picard. Un enfant de 10 ans est dans le coma après avoir été percuté par un hélicoptère à Vignacourt, dans la Somme. L'histoire du jour après les experts Miami, et là Eva Rock lève l'oreille. Voici les experts près de Nancy, c'est la une du Républicain Lorrain. Alors ici, pas de sang ni d'échantillons douteux, mais des ordinateurs et des tours centrales à perte de vue. Bienvenue chez les computers forensiques, comprenez les spécialistes de l'investigation numérique. Comment ce sont les computers forensiques. Ce sont en fait les experts 2.0, tout en gants, masques, combinaisons et chaussons stériles. Ils ouvrent les disques durs pour récupérer les données. Ils fouillent l'historique des GPS. Ils traquent les créateurs d'images pédopornographiques. Dès qu'une affaire comporte une analyse de disques durs, de portables, explique ainsi l'un des experts du laboratoire, eh bien les juges font appel à nous. Et c'est ainsi que cette société appelée Tracip, Trace, Indice et Preuve, installée à Messin en Meurthe-et-Moselle, a travaillé sur l'affaire Flactif au Grand Bornand, sur l'affaire Clearstream, le décryptage du faux listing de l'affaire Clearstream. C'est eux, explique ainsi le Républicain Lorrain. Et vous rigolez parce que vous avez reconnu la musique de... Les experts. Absolument, c'est donc les experts près de Nancy et c'est à la une du Républicain Lorrain. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va aux États-Unis dans un village perdu du Dakota du Nord, où des croix gammées ont fait soudain leur apparition. Oui, bienvenue à Leyte, c'est le nom de ce point microscopique sur la carte. Et c'est aussi le titre d'un documentaire qui commence à faire parler aux États-Unis, et notamment sur le site de Daily Beast. Leyte et sa vingtaine d'habitants seulement, coupés du reste du monde. Alors dans un décor digne d'un film d'horreur, avec de vieilles maisons rafistolées, une forêt menaçante, on se dit qu'il ne manque plus qu'un méchant psychopathe. Eh bien justement... le voici. Au début, les riverains ne se méfient pas de cet homme à cheveux longs et barbe blanche qui cherche, semble-t-il, un coin tranquille, jusqu'au jour où la vérité éclate. L'individu en question s'appelle Craig Cobb, 63 ans. Il se présente lui-même comme l'un des racistes les plus célèbres au monde. Oula. Suprémaciste, défenseur de la race blanche, adepte des théories nazies. Craig Cobb a un rêve, il veut transformer ce trou perdu en village arien. Et c'est ainsi que tout doucement, il va faire venir ses amis. Il achète quelques maisons, une famille s'installe
et commence donc à planter des drapeaux à croix gammée devant chez elle. Et comment réagissent alors les autres habitants du village ? C'est ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit que l'angoisse s'installe parmi des habitants. Ils prennent des armes, ils dorment avec, alors qu'une vidéo montre Craig Cobb et ses acolytes en train de patrouiller de leur côté avec le fusil à la main dans les rues du village. On vous a mis d'ailleurs quelques photos sur le site internet. On est vraiment dans une ambiance de western. Alors Cobb a beau se défendre au nom de la sacro-sainte liberté d'expression aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils ont le droit de planter des drapeaux nazis comme ça aux États-Unis ? C'est la liberté d'expression, c'est tout le problème dans ce pays. Où est-ce qu'on place le curseur ? Alors sa tentative finalement a échoué, il a été arrêté. Mais j'ai regardé sur internet hier, il a manifestement pas dit son dernier mot puisqu'il a essayé de faire la même chose dans un autre village. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, alors je l'ai pas vu en entier, j'ai vu quelques extraits sur internet, c'est la façon insidieuse dont il a essayé, avec laquelle il a essayé de s'installer dans ce trou perdu du Dakota du Nord. Documentaire à voir sur le site américain Daily Beast. Axel de Tarlet, tiens, on va parler voiture avec vous. L'avenir de Renault en F1 se joue à qui tout double, c'est à lire dans les Échos ce matin. Exactement, parce que Renault en ce moment en F1 a une situation un peu bizarre, ils sont motoristes, c'est-à-dire ils fournissent des moteurs à des écuries. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est bien quand les écuries gagnent, elles disent on est les meilleurs, c'est ce qui est arrivé à Red Bull qui a gagné entre 2010 et 2013. Ce qui n'est pas complètement faux, quand ils gagnent, c'est qu'ils sont les meilleurs. Quand ils perdent comme en ce moment, le Red Bull, que disent-ils ? C'est de la faute de Renault qui nous donne un moteur qui ne marche pas. Donc Carlos Ghosn dit j'en ai assez parce que quand on gagne, on ne nous cite pas et quand on perd, on nous traîne dans la boue. Donc Carlos Ghosn dit on va ou sortir carrément de ce sport ou alors on y va carrément et on fait nous-mêmes notre propre écurie, on n'est plus fournisseur de moteurs, qui est notre situation actuelle. Et donc ça se décide en ce moment. Carlos Ghosn a sur son bureau, là ce matin, il va arriver à son bureau, vais-je racheter l'écurie Lotus qui est en vente, et ainsi Renault ferait tout, ils auraient comme la à l'époque voiture. d'Alain Prost. Voilà, exactement, comme à la grande époque, ils ont été 35 fois champions du monde depuis 77, et donc voilà, la décision doit se prendre en ce moment sur le bureau de Carlos Ghosn. Mais c'est pas un pari risqué pour Renault, la F1, ça fait moins recette aujourd'hui. Alors c'est vrai que il y a du pour, il y a du contre. L'un des problèmes de la F1, c'est que c'est de moins en moins regardé. Alors c'est quand même encore regardé par 425 millions de téléspectateurs dans le monde, et puis ce sont des gens passionnés d'automobile, donc qui sont prompts à se dire ah bah tiens, je vais acheter une Renault. Il y a quasiment plus de pilotes français. Alors il y a Sébastien Grosjean, mais alors il n'est pas sur. Hier il a abandonné au premier tour, c'est pas mal. Voilà. En tous les cas, c'est l'occasion pour Renault de revenir en F1 comme à la grande gloire de Fernando Alonso, parce qu'ils ont gagné 35 fois quand même. C'est de l'image pour la marque pour faire vendre des voitures de particuliers après. À la télé ce soir, Eva Rock, France 3 a donc bouleversé ses programmes pour rendre hommage à Sylvie Joly ce soir à 20h50. Mademoiselle Saldo Lucette, née en 1902, c'était en septembre, dans le hall de son immeuble rue Saint-Maur. Vous lui avez arraché son sac, son chapeau, son impair, son chandail. Il y a même le tamar qui est venu avec. Et vous avez déclaré aux policiers, elle voulait apprendre le rock'n'roll. Sylvie Joly qui joue une avocate au parloir. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un de ses sketchs les plus cultes et les plus personnels aussi, parce que vous le redécouvrirez ce soir dans cette émission spéciale, donc à l'occasion de son décès de vendredi dernier à l'âge de 80 ans. Vous savez, dans la famille traditionnelle catholique dans laquelle elle a grandi, il fallait pas devenir comédienne, c'était impensable. Puis alors elle a obéi et elle est devenue avocate jusqu'au jour où, à l'âge de 30 ans, 32 ans, elle a tout plaqué pour prendre des cours de théâtre. Et elle a donc été la première femme à oser le seul en scène quand même en France, le One Woman Show. C'était elle. Oui, c'était elle, avec sa robe noire, ses cheveux boucles dorées remontés en chignon. Et parmi ses sketchs cultes, je ne peux pas résister à celui où elle dézingue le dîner auquel elle vient d'assister avec son mari. Sophie, elle a vieilli, En plus, c'est des grosses. Bouffies. On dirait Dizzy Gillespie. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. J'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping. Tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Franchement. Toute ressemblance avec des scènes que nous avons pu vivre les uns les autres, évidemment. Notamment. Et alors, justement, c'est ça. C'est qu'en réécoutant ces textes, d'abord, on mesure la modernité, parce que c'est quand même dans les fin des années 70. Et puis surtout, on comprend pourquoi elle était une référence pour Muriel Robin, pour Anne Romanoff, pour Florence Foresti. Comment elle a été surtout le mentor de Pierre Palmade, dont elle avait mis en scène le premier spectacle. Et alors, Pierre Palmade, en fait, était déjà en train de lui préparer une émission hommage avec une pléiade d'artistes. Alors cette émission, elle sera montée dans quelques semaines et sera évidemment diffusée sur France 3. En tout cas, premier hommage ce soir sur France 3 à 20h50, hommage à Sylvie Joly, et c'est vraiment, vraiment mérité. Rideau sur le kiosque.